Bonjour à tous, c'est Cybercafé 2.0 et un particulier bonjour particulier pour tous ceux qui nous suivent sur RTBF SAT. Oui, parce que nous sommes diffusés dans le monde entier, Xavier. Et c'est pas tout, on est aussi diffusés par Internet, puisque l'intégralité des émissions sont maintenant disponibles sur le nouveau site cybercafé.tv. Et j'en profite pour vous annoncer ce nouveau site tout à fait relooké avec le dernier moteur à la mode du logiciel open source qu'on utilise qui s'appelle PHP-Nuke et qui comprend plein de modules additionnels comme la possibilité de vous enregistrer sur nos mailing lists car durant toute la semaine il y a des milliers de messages échangés par l'intermédiaire de nos mailing lists, la possibilité de retrouver les liens cités dans l'émission depuis des années, donc il y a une quantité invraisemblable de liens et alors des exclusivités pour les membres parce que vous pouvez vous inscrire sur ce site. Oui. Et si vous êtes membre, bien, vous aurez par exemple la possibilité de consulter votre courrier par l'intermédiaire d'un webmail ou d'aller discuter dans les forums et nous donner votre avis. Ou avec une adresse en cybercafé.tv. Voilà, tout à fait, avec une adresse... Cool. Non, ça peut être même n'importe quelle adresse. Ah. Vous pouvez même consulter votre propre courrier, par exemple, de la maison quand vous êtes au bureau ou l'inverse. Hein, tu vois. D'accord. Voilà. Le sommaire est bien sûr en ligne. Le sommaire est bien sûr en ligne. Et le sommaire, bien sûr, est en ligne avant la diffusion de l'émission. C'est lui qui fait tout. Vas-y. Quoi c'est le sommaire. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de jeux vidéo et avec un jeu, pas n'importe lequel, puisqu'on va découvrir le prochain Mario Sunshine. Oui. Et c'est Gilles Banneux qui nous raconte cela avec un historique récapitulatif des différents Mario. Exactement. Ah, c'était bien. Point de vue technologie, eh bien c'est le tablette PC présenté par Paul-Henri Verdonck. Et oui, une avant-première européenne. Voilà, ensuite une surprise avec... Paul-Henri, le marchand de rêves. Voilà. Ensuite, surprise avec Rudy Léonet. C'est moi. Plein de DVD surprises et un magnifique clip, c'est vrai, de très Lemon Jelly. Par des gens dont le seul but est de faire joli. Voilà. C'est le seul message de leur travail. Et c'est une nouvelle chaussure aussi. Oui, exact. J'ai des nouvelles chaussures. J'ai des nouvelles chaussures. Voilà, je les montre. Rudy fait du cas. C'est mis au sport. Maintenant, ça s'appelle Formule 1, c'est magnifique. Ah oui, c'est un peu des chaussures de boxe. Non, de Formule 1. Formule 1. On me les a vendues comme ça. D'accord. Quand on n'a pas la voiture, il faut qu'on ait les chaussures. Hein, ou le porte-clés, Brice. Site perso également, on recevra 2 invités pour le site de l'employé du mois. L'employé du mois, c'est un collectif de bande dessinée. Moi sans S, hein, parce que c'est beaucoup plus rigolo que ce que cela ne laisse comprendre. Oui, exactement. Et puis également, il y aura une fille dans cette émission, c'est le retour de LALSC pour des sites, ça c'est la séquence parents, sites des sciences expliquées aux enfants. Voilà. Votre petit doit faire une élocution sur... C'est valable pour les adultes aussi, tu sais Xavier, parce que tu vas voir le niveau de ce qu'on explique aux enfants, je crois que tu vas apprendre beaucoup. C'est vrai. Alors, point de vue jeux vidéo, eh bien, à la Villette à Paris ce week-end, il y avait un premier festival qui s'appelait Villette Numérique. Et là-dedans, il y avait une expo qui s'appelle Playtime, où on voit que les jeux vidéo entrent dans la cour des grands et commencent à être considérés comme un des beaux-arts. Donc voilà, on a pu revoir à cette exposition la plupart des consoles qui ont marqué l'histoire des jeux vidéo avec les principaux... Les consoles, les premiers PC aussi. Oui, il y avait de ça. Donc on a vu Pong, on a vu Pac-Man, on a vu Super Mario, donc quelques exemples, aussi Sonic. Sonic Adventure. Oui, et même un Apple en bois, l'original Apple 1 qui date de 77. Le premier, oui. Voilà. Tu dis au titanium, ils ont fait un effort. Hein. Est-ce que c'est exact que la première application sur un ordinateur, ça a été un jeu ? Ah, ça ne m'étonnerait pas. Je sais pas si c'est exact, mais ça ne m'étonnerait pas puisque... C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a dit là-bas. Tout dépend de ce qu'on appelle un ordinateur, parce que si tu remontes au boulier compteur, tu vois, on peut remonter très très loin. Je pense pas que ce soit les tout premiers ordinateurs utilisés à ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces jeux du passé, cette historique des jeux vidéo, sert d'inspiration pour les jeux du futur, puisque ce qu'on a comme jeu aujourd'hui dans nos téléphones de poche, qui ont des petits écrans et des résolutions faibles et des petits processeurs, eh bien, s'inspirent de ces jeux Space Invader, Pac-Man et autres. Et donc peut-être que ces jeux-là, on va encore y jouer pendant des années. Voilà. Tout comme on revient à la mini-jupe.
C'est vrai? Parle pour toi. Une des grandes stars du jeu vidéo, un des grands héros charismatiques, c'est Mario. Un petit historique de Mario en images. Donc voilà, on va pouvoir revivre toutes ses aventures depuis 1980 avec sa première apparition dans les Luna Park avec un titre qui s'appelait Donkey Kong en 81 exactement, où notre petit plombier moustachu avec son costume rouge de prolétaire était initialement appelé Jumpman. Et donc ça a tellement bien marqué. Jumpman. 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 Il va sauter au-dessus des tonneaux. Et donc ça a tellement bien plu que progressivement c'est devenu une des figures incontournables de Nintendo. Avec on lui a créé quand je pense que c'est Donkey Kong, c'est le gorille qui faisait tout le boulot et c'est le personnage secondaire qui a pris la vedette, c'est quand même tragique. C'est ça, il s'emmerdait à acheter des tonneaux, Donkey Kong, et l'autre il arrive et il vole la vedette. On lui a d'ailleurs on lui a donné un frère, un double qui était en vert au début, son frère Luigi. Et donc depuis toutes ces consoles, à chaque nouvelle console, on a l'occasion de vivre ces nouvelles aventures en plateforme. Donc Mario, c'est vraiment la figure emblématique de Nintendo en fait. La figure emblématique, c'est vraiment la référence en matière de jeux de plateforme. Donc ces jeux où il faut sauter d'un obstacle à l'autre. Je comprends maintenant pourquoi on dit que les plombiers peuvent gagner beaucoup d'argent. Ah oui. C'est Mario est plombier. Oui, excellent. Donc est-ce qu'on sait pourquoi cette image de plombier a fait le tour du monde, a accroché tout le monde? D'un point de vue marketing, c'est un peu suicidaire. Au niveau de l'identification... Oui, il est quand même très identifié italien. Bah oui, Mario et tout. Comment ça se fait que les Japonais ont accroché à ça Oui, surtout qu'il y a eu des études qui disaient que Mario était quasi plus populaire au niveau des enfants que Mickey Mouse lui-même. Donc c'est assez sidérant comme phénomène. Ceci dit, on en parlait ce qui me sidère, c'est de voir l'évolution, Rudy, excuse-moi, de voir l'évolution des images. C'est vraiment, sur ce personnage-là, on voit toute l'histoire depuis quelques pixels en 2D et on va terminer avec la version... GameCube. Non mais il a des limites puisque son passage au cinéma c'était un gros échec quoi. Il y a eu un film. Il y a eu des films en télé aussi. Oui, surtout que Mario en plus a été décliné dans tout type de jeux. Donc Mario fait du tennis, il fait du kart également comme Rudy. Ah ouais. Exact. Mario fait ses courses. Voilà, Mario derrière l'église en short. Il y a eu toute une série de titres les plus intéressants. Quelle va être son année celui-là? Non, Mario en short derrière l'église, c'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Mario répare des lavabos. Alors, Mario Sunshine. Oui, Mario Sunshine. Donc en fait, c'était... une fois n'est pas coutume, au lancement de cette nouvelle GameCube, il n'y avait pas de... Mario s'est fait voler la vedette par son frère, puisque c'est lui qui est le premier jeu de ses aventures, n'était pas centré sur lui. Donc avec ce nouveau Super Mario Sunshine qui arrive, qui sort le 4 octobre, l'impatience des joueurs est enfin récompensée avec un titre qui est bien dans la tradition du genre, qui est peut-être un petit peu moins révolutionnaire que le précédent épisode en son temps, Mario 64, mais qui reste ce qu'on fait de mieux en la matière, avec vraiment toujours un univers très particulier. Donc là en plus il y a eu Shigeru Miyamoto, son inventeur, a toujours le talent pour relancer ses aventures et constamment renouveler le gameplay, la jouabilité du jeu. Donc là Mario dans cet épisode 6 s'est fait affubler malgré lui d'une sorte de jetpack qui donc c'est une pompe à eau qui a un Karcher multifonction, on pourrait dire qu'il y a toute une sorte de fonction déclinable. Il peut s'en servir à toutes sortes d'utilisations pour voler. Ça plaît beaucoup à Rudy, ça. Est-ce qu'il peut nettoyer les voitures? Non, il doit nettoyer. En fait, l'histoire, c'est que Mario est condamné à nettoyer toute une ville qui est recouverte de graffiti par un double qui lui joue la vie dure. Donc malgré lui, c'est Mario contre Jet Set Radio, quoi. Oui, il y a un parallèle. On pourrait dire que c'est un peu à l'image de Jet Set Radio. Donc, moi, ça m'a fait un peu penser Mario, inventeur du pendant anti-tag de la motocross irakienne, donc il se retrouve à arpenter les villes, à nettoyer des tags. Mais c'est assez... Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le sérieux analytique avec lequel Gilles s'attache à nous commenter le jeu. C'est très bien. C'est scientifique, hein. C'est scientifique. Voilà. Et donc on va pouvoir donner des points maintenant. Oui, Xavier. Alors, dans l'ordre, graphisme, Gilles. Graphisme 9, ça reste toujours... 9. Oui. D'accord, jouabilité. Jouabilité 9.
9. Alors, Bande sonore, musique. bande son. Bande sonore, je vais mettre un 8, même si c'est pour ne pas dire de mettre 9 tout le temps. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé les sons Ah oui, c'est rétro ce et que- tout ouais, ça. là, donc ils ont vraiment Ils tout posent gardé. toujours les mêmes petits cris. Super Mario comme ça toutes les 3 secondes. Durée de vie. Durée de vie 9, parce que le jeu est vraiment très très... Non, 22 Je ans. me suis entraîné tout le week-end à faire... Est-ce que tu es vraiment objectif, je me le demande. Ouais, je- Global, Note globale 9. 9, ouais. 9. Bah ouais, 9, 9, 8, 9, on Bon, va dire ok. 9 quoi. Voilà. On peut aller chercher sa Le GameCube. Supermust, Supermust. Voilà. Ils en ont vendu, si j'ai bien lu, 350 000 aux États-Unis en 10 jours. Quoi, De pas Super mal. Mario ou de Le GameCube Sunshine, là. De Sunshine. Je sais pas, c'est bien. Je ne sais pas, moi Je connais sais, pas les c'est- chiffres moyens de l'industrie. Oui, non, c'est bien. Ça me paraît correct. Ça se vend 350 000 en 10 jours, c'est quand même Pas mal, oui. Ça doit être Ça rentable. veut dire qu'ils ont au doit moins être rentable. 350 000 GameCube sur le marché. C'est déjà pas mal. Quoi là, en plus que ça. plus que ça. Cher Paul-Henri, c'est maintenant que nous allons rêver un peu avec de la technologie. Notre marchand de rêve. Alors voilà, le tablette comment ça PC, c'est pas un concept tout nouveau. Ça, il faut bien le dire. C'est pas un concept tout nouveau, mais nos amis de Microsoft ont décidé d'investir énormément là-dedans. Et donc ont développé une version de Windows XP spéciale pour tablette PC, et notamment dans les... voilà, comme ça on voit, Windows XP Tablet PC Edition. Ouais. Et donc, ce qu'il demandait, c'est que l'écran soit actif, c'est-à-dire qu'avec un bit du type tablette graphique, Ouais. on va pas donner de marque, mais bon, c'est Wacom qui fait ça le plus souvent. Donc, ce sont des bits actifs, c'est-à-dire qu'on peut faire bouger la souris sans toucher l'écran, mais on peut également écrire avec. On va juste le laisser s'allumer gentiment. Voilà. Donc on voit qu'on peut bouger la souris sans même toucher l'écran. Et l'idée par rapport à un portable, c'est Plus quoi de clavier. Plus de clavier. Plus de clavier. Donc C'est- là, on est à un poids d'un méga 3 avec toutes les fonctionnalités Wi-Fi, les connexions LAN, le Lecteur de modem CD-ROM, intégré, DVD. DVD dans Dans la base. dockstation, PC MCIA, USB. FireWire, USB, D'accord. enfin la totale. Et la possibilité évidemment de travailler soit en portrait, soit en paysage. Ah oui, d'accord. Et alors, un autre truc assez amusant, c'est que maintenant, ils ont intégré ce qu'on appelle la reconnaissance de caractère, et on va vous faire ça rapidement. Donc, j'écris, je saisis, Attends, lève ta main parce qu'on n'a pas vu l'écriture. est-ce Voilà, qu'on la voit, voilà, et on je voit plus ou moins. convertis. Et voilà, il me le met en texte. Et ce système de reconnaissance Wow. de caractère sert Ah oui. évidemment aussi pour toutes les applications. Plus ou moins. Quand on doit rentrer un mot de passe ou quelque chose comme ça, on écrit plutôt que de taper. D'accord. Et quand voilà. on rentre au bureau, on peut le mettre sur la base et brancher un clavier. Exactement, et il y a un clavier, ici chez Fujitsu Siemens, il y a un clavier qui est fourni avec... Ah oui. Sans fil. Sans fil, qui est fourni avec le Combien ça tablette pèse PC. Ça pèse 1,3 kg, Oui. et bon, c'est pas un Non, kilo. c'était pas le sens de la question. Combien ça pèse? Combien ça coûte Combien ça Paul-Henri coûte Alors, le prix officieux, c'est 3 000 € hors TVA, donc c'est pas pour tout de suite. Encore du rêve. Encore du rêve. Et alors, un dernier truc, c'est le microprocesseur qu'il y a dedans, c'est un P3 800. Et on n'a pas mis de P4 parce que le P4 pour l'instant fait trop de peux avoir le chaleur et bébé. qu'on n'arrive pas à mettre le ventilateur dans ce genre de Ah, il y a un boîte. ventilateur. Je dois avouer, Paul-Henri, que c'est le plus bel objet que j'ai vu en ordinateur récemment. C'est aussi sexy que les machines que je préfère d'habitude, mais ça vraiment, c'est magnifique. Voilà. Quoi. Et ça a quoi comme Magnifique. autonomie de 5 fonctionnement heures. 5 heures. Vraiment magnifique. Ah oui, donc de quoi faire un brainstorming, un brainstorming que le meilleur format, en agence. Hein, ça, et Jean-Christophe, Et on peut lire des DVD aussi. Et on peut lire des DVD avec On peut la lire des base. DVD. Non, avec un stylet. Sympa. on peut jouer des jeux. Ah, tu dois activer oui. ton XP, hein, parce que Oui, Mais c'est- t'as pas payé ta licence pour XP. 26 jours il te reste. Bon, la qualité de l'écran est magnifique. Hein. Et je dois avouer qu'avoir un écran vertical comme ça, c'est vachement pratique. D'accord. C'est pour les super secrétaires en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, la première application, c'était les instituts de sondage. Ah bah Ah oui. d'accord. Ok. Voilà. C'est la seule marque qui fait ça? Alors, pour l'instant, c'est la seule chez qui on a pu avoir un modèle. Le reste arrivera fin octobre. Et ça sort quand? Ça sort normalement fin octobre ou début novembre. Début novembre. Et là, il y aura 4 modèles, mais on vous les montrera tous d'un coup. Voilà. Est-ce qu'on en a vu assez? On en a vu assez. Ça va. Oui, il faut parfois revenir sur Terre après revenir tant de sur Terre. rêves, tant de merveilleux. Exactement. Voilà.
Justement, Tant de crampes dans le bras aussi. oui, c'est ça. Lâche la caméra, Rudy. Quelques surprises en DVD. Oui, on peut appeler Hein ça comme ça. Puisqu'en fait, le DVD dont je voulais parler aujourd'hui, c'est un film que tout le monde a vu, je pense, au cinéma, The Others de Alejandro Amenábar, et qui est disponible pour l'instant à la location, mais pas encore à la vente. Ça, c'est la version américaine du DVD, donc qui est vendue aux États-Unis, donc j'imagine prochainement dans les mêmes conditions chez nous. Double DVD avec un bonus qui pose question. Ah. Puisque qui dit bonus, en général, dit plutôt divertissement et information complémentaire, Ouais. plutôt ludique sur le film. Alors pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu The Others, en 2 mots, c'est Nicole Kidman qui vit dans une maison isolée avec ses domestiques et ses 2 enfants. Et l'un des a priori du film, qui sert la mécanique du scénario de Amenábar, c'est que les 2 enfants de Nicole Kidman sont atteints d'une maladie. Ils sont allergiques à la lumière du jour. Donc ce qui l'oblige, dès le lever du soleil, à tirer les rideaux et les tentures dans chacune des pièces avant d'y laisser pénétrer les enfants. Pour créditer son scénario, parmi les bonus, Amenábar montre que cette maladie n'est pas une invention scénaristique, ce n'est pas une invention pour les propos de l'histoire, mais c'est une maladie qui existe bel et bien, et qui porte le nom de on dirait une formule magique de Harry Potter, c'est de la Xeroderma pigmentosum. Et donc c'est tout simplement une déficience en ADN, c'est une maladie génétique que des personnes peuvent avoir. Et donc les micro-lésions que tout le monde peut tout à fait encaisser au niveau de la peau, simplement à la réflexion de la lumière qui est Des aussi... taches de dépigmentation, des trucs comme ça. Voilà, la peau n'arrive pas à se réparer de la moindre agression, non pas de soleil et de chaleur, mais simplement de lumière. Et donc cette maladie existe véritablement. Et parmi les bonus de ce DVD, il y a une interview d'une famille dont un enfant est atteint de cette maladie rare. I read the script, and then when we talked about it, I asked, at one point, I asked Alejandro about the disease, and it's very real. And children, people who are absolutely sensitive to the light and cannot go into the light. Xeroderma pigmentosum, or XP, is a very rare, very real genetic disease where children lack the ability to Elle dit que XP est une protect maladie themselves against the sunlight. They develop, Rare. Voilà. Donc ça c'est la mère d'un enfant atteint de cette maladie. Voilà, puis on verra ensuite l'enfant qui répond à quelques questions. Donc c'est intéressant de voir que le réalisateur s'est en fait un peu servi de cette maladie pour le propos de son film. Et là, il renvoie un peu l'ascenseur en faisant, il faut le préciser avec beaucoup de dignité, un sujet sur cette maladie mal connue, méconnue, extrêmement rare. Ceci dit, ce genre de bonus sur un DVD, on peut imaginer tous les débordements que ça pourrait créer avec des gens un petit peu moins bien intentionnés que Amenábar. C'est intéressant aussi de signaler que cette maladie, qui est extrêmement rare, qui porte le nom de XP en abrégé, ou alors la maladie des enfants lunes, c'est aussi le nom de cette maladie, eh bien, il existe sur Internet des communautés de gens qui se réunissent avec un point commun, qui est cette maladie, qui est extrêmement rare, et que peut-être qu'Internet aussi a pu servir à ça au bout de certaines années d'apprentissage, à savoir réunir des gens qui au départ se sentaient complètement isolés dans le monde, pensaient être les seuls au monde à subir ou à vivre ce genre de cauchemar, il faut bien l'appeler comme ça. Il existe une communauté aux États-Unis, une communauté en Australie, ils organisent des voyages, des échanges, puisqu'on peut imaginer que lorsque des enfants, adolescents ou adultes atteints de cette maladie voyagent et se déplacent, ce n'est pas sans certaines conditions, donc autant se déplacer vers un univers qui connaît déjà les contraintes de ce genre de maladie pour pouvoir être accueilli dans les meilleures conditions et avec l'entourage nécessaire à pouvoir vivre un tant soit peu normalement malgré ce problème. D'accord. Toutes les adresses, bien sûr, sur le site cybercafé.tv. cybercafé.tv. I was writing paper on the PC, and it was like bleep, 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 bleep. And then, like, half of my paper was gone. And I was like, It devoured my paper. It was really good paper. And then I had to write it again, and I had to do it fast, so it wasn't as good. It's kind of a bummer. Voilà. Donc la jeune fille qu'on vient de voir est... Qui est-ce ? C'est une figurante dans un spot de pub de la série Switch chez Apple, à savoir une série de spots où on prend des gens face cam, comme on l'a vu, en plan serré, qui expliquent pourquoi ils abandonnent l'utilisation d'un PC pour passer à un Mac. Donc elle l'explique, j'étais en train de faire un devoir, j'ai entendu bip bip, ça s'est planté, mon devoir a été perdu, maintenant c'est terminé, je ne veux plus perdre mes documents ni travailler pour rien, je passe au Mac.
Elle le fait quand même de manière nettement moins dynamique que toi. C'est moins dynamique, elle est un peu comme ça, endormie, nonchalante et amortie. Donc le grand débat, c'est une rumeur qui est partie sur le net à une vitesse folle, quand la question s'est posée de savoir si est-ce qu'elle était pétée dans ce spot, oui ou non. Donc il y a un grand débat pour savoir si elle est pétée ou pas. Et comme on se pose cette question, il y a des sites de fans qui sont mis en route, des gens qui débattent. Et le magazine Wired, tu vois, ce magazine américain culte, en a parlé le 10 août. Et ça a commencé à prendre feu. Et puis maintenant, on a des elle sites de fans. est une parmi d'autres silhouettes ou personnages qu'on voit comme ça intervenir au bénéfice de Apple contre PC. Mais elle, particulièrement, a attiré l'attention des spectateurs ou de ceux qui ont vu le spot de pub à la télé. Et tout à coup, des sites, effectivement, comme Brice l'a dit, de fans se sont constitués. On vend du merchandising, Hélène Feiss sur le net, soit des mugs, des bols, il y a des t-shirts, il y a aussi des parodies de sa, Qu'est-ce qu'elle touche là-dessus? apparemment rien. Apparemment rien. C'est même pas sûr que ça soit un mannequin professionnel, on le voit, c'est pas vraiment un top modèle, mais elle a une touche, quoi. Elle a un caractère, c'est une vraie silhouette, et elle a vraiment attiré l'attention des gens parce qu'elle était justement très très Cet différente. enthousiasme est aussi bien réel ou bien c'est pas un plan marketing non, c'est d'Apple pas- parce que les rumeurs sur Internet, c'est facile. Ça pourrait, mais je pense pas que ce le soit. Il y a déjà des sites de fans où des mecs vont enquêter pour retrouver des photos de son enfance. Il y a des types qui étaient à l'école avec elle et qui ont vendu des photos de classe et des choses comme ça. Oui, il y a une chanson aussi. Il y a déjà il y a un Elle va poster. vraiment finir par regretter d'avoir basculé au Mac finalement. Oui. Donc c'est vraiment incroyable. Moi, je trouve que c'est quand même une chouette Là, aventure. ce qu'on voit, c'est une parodie. Une totale inconnue. Ah oui, la parodie, j'ai jamais vu. They're not really that cool looking, so I got myself an orange iBook. It's so Il y en a une autre en pâte à modeler où c'est un petit singe en plasticine qui donc imite sa prestation devant la caméra. Voilà, Hélène Feiss. Il y en a en fait plus d'une dizaine de parodies. Hein. Il y en a une dizaine qu'on peut retrouver donc sur helenfeiss.net, qui est le site du fan club. Donc il faut lui souhaiter maintenant de s'entourer d'avocats, d'hommes d'affaires et de faire fructifier tout ça. Voilà. Et Hélène. si vous aussi vous voulez faire une parodie de Hélène Feiss, Attends. faites-le et envoyez-nous les C'est images. génial, c'est la gloire de Star Academy sans se faire chier à chanter. C'est quand même génial. C'est vrai. Sans suivre les cours. Sans suivre les cours en plus. Mais va savoir ce par quoi elle a dû passer. On ne saura jamais. Le beau clip de la semaine. Ah, le très beau clip de la très semaine. beau clip Voilà. de la semaine. C'est un duo anglais qui s'appelle Lemon Jelly et qui est un vrai Ça me projet cherchait déjà. audiovisuel dans le sens où il est constitué de Ned Franklin qui est un programmateur audio en studio, donc il programme des rythmiques et des séquences pour des groupes comme Blur, Pulp ou encore pour Björk. Et puis il s'est associé avec Fred Dicking qui lui est un graphiste sur computer. Il vient de... Comment on appelle ça? Il est paysagiste pour les jardins, quoi. Donc architecte de jardin. Ah oui, architecte de jardin. Et donc ça se ressent dans sa Décorateur façon de... d'extérieur. Comment? Décorateur d'extérieur. Décorateur d'extérieur, on peut dire ça. Et donc ça se ressent vraiment dans sa façon de concevoir le graphisme. Il a travaillé pas mal pour les clubs où il dessinait des flyers pour les discothèques en Angleterre. Et donc ils se sont associés. Et ils font de la musique aujourd'hui ensemble, l'un s'occupant de la partie visuelle, l'autre de la partie plus purement musicale. Et rien que les pochettes qu'on peut voir sont absolument magnifiques, puisqu'ils veulent revenir à cette espèce de rareté qu'on pouvait trouver dans les pochettes de vinyle 33 tours et qu'on a un petit peu perdu avec les boîtiers plastiques des CD. C'est absolument somptueux, c'est très 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 beau. Ouais. Et leur marque de fabrique, Hyper c'est de ne clean. pas utiliser dans leur musique des chanteurs, mais des comédiens, voire des voix sur d'anciens disques, des voix parlées. Ils mélangent comme ça le commentaire parlé avec la musique. Et forcément, évidemment, pour la mise en image de leur musique et pour leur vidéoclip, ils s'en occupent aussi personnellement, comme ce qu'on va voir, qui est donc la vidéo du nouveau single, extrait d'un album qui arrive très très bientôt. Et ça s'appelle Spacewalk, Lemon Jelly. Lemon Jelly.
Lemon Jelly. Lemon Jelly, voilà. Donc ça, c'est le single. C'est le single extrait du prochain album, ça s'appelle Spacewalk, voilà l'album qui va arriver à la fin du mois d'octobre. Et pour ceux qui aiment ce genre de graphisme, allez visiter le site de Lemon Jelly qui est lemonjelly.ky, qui est le nom de domaine des îles Caïmans. Voilà. Il y a des screensavers à télécharger qui sont de toute beauté et inspirés évidemment de ce graphisme réalisé par l'un des deux membres du groupe. Alors 2 annonces à vous faire. Oui, Xavier. Toujours dans la culture. Il y aura bientôt à Bruxelles, ça commence le 1er octobre, donc en fait ça a commencé. Le Festival du Son, voilà, Festival du Son, c'est l'espace du son, c'est un festival de musique acousmatique, c'est-à-dire de musique électronique spatialisée. Voilà. Du côté donc de la musique contemporaine, on ira faire un petit reportage pour vous expliquer ce que c'est et comment on peut passer aussi de la techno à la musique dite contemporaine électronique. Il y a des ponts. C'est jusqu'au 6 donc, et c'est Théâtre Marny à Bruxelles. Et puis le 5, ce sera la Nuit Blanche à Bruxelles. La Nuit Blanche, eh bien, c'est une initiative pour que vous n'ayez plus peur la nuit dans les rues de la capitale, et donc c'est en même temps à Paris, à Bruxelles. Pendant toute la nuit, à travers la ville, il va se passer des choses, du théâtre, de la musique, des soirées, du sport. Tu vas pouvoir faire de l'escalade jusqu'à 3h du matin. Sur les buildings. Oui. Il y aura Donkey Kong en haut qui fera coucou. Tu pourras aller plonger au bain de Bruxelles à 5h du mat. C'est génial. Voilà, tout ça. Ça sent l'after. Ça sent l'after. Et donc il y a un site qui s'appelle nuitblanche.org où vous pouvez faire votre choix avec une organisation des recherches par horaire, par lieu, etc., etc. Ça coûte 10 €, ça dure toute la nuit. Je crois que c'est une bonne initiative. Il faut aller jeter un œil et pourquoi pas une oreille. On se retrouve après la pub pour la deuxième partie de Cybercafé 2.0 avec... Retourne un peu à ton petit sommaire. Avec des invités qui vont nous présenter le site Employé du mois, désopilant, restez là. Voilà. Et surtout, on découvrira quelque chose qu'on n'a pas annoncé tout à l'heure, mais qui est une version de Linux pour la PlayStation 2. Alors ça, je vais vous dire, ça va accrocher. Il y a également un collectif de VJ qui s'appelle Monodot. De VJ qui s'appelle Monodot. Et puis on parlera aussi cyberscience avec Ella LS. Quel talent, tout à l'heure. Ça remue derrière l'écran. C'est dans Cybercafé 2.0. Cette année avec Colgate, octobre est le mois pour la santé de vos dents. Colgate et la société de médecine dentaire vous offrent des conseils bucco-dentaires gratuits et des échantillons de Colgate Total. Pour connaître nos centres d'information, appelez Colgate au 00 800 321 321 32. Consultez régulièrement votre dentiste. L'acier, c'est lourd. Mais ça fait du bien. L'acier, regardez-le de plus près. Des centaines de prix à gagner. Joue sur gopassgate.be ou sur une GoPassGate dans ta gare. Ça remue derrière l'écran. C'est dans Cybercafé 2.0. Bienvenue sur le site de l'employé du mois. Ça peut durer longtemps, hein, comme ça. Je pense que si on ne fait rien, hein, on a droit. Oui. Voilà, l'employé du mois, et c'est Bert et David Liebens qui sont avec nous sur le plateau. L'employé du mois, donc, c'est un collectif de joyeux graphistes, dessinateurs, scénaristes. Vous faites de la bande dessinée indépendante, comme on dit. Voilà, comme on dit. Au départ, on était plutôt bande dessinée, pas tellement graphiste. Mais on s'est connus à l'ERG, donc ici à Bruxelles. Et puis, on a fait le Spon, en fait. Voilà, vous avez commencé par je crois que c'est de la photocopie. C'est de la photocopie, c'était un hebdomadaire qu'on a fait pendant un an. Donc, toutes les semaines, on faisait un numéro du Spon qui avait, je sais pas, une trentaine de pages, 25 pages. Ouais. Et puis, ça a duré un an. Ouais. Et puis,
On a décidé de continuer et puis on a créé l'employé du mois en fait. On a trouvé un atelier dans Bruxelles qu'on a retapé et on s'est installé. On était 6 au départ et puis on a commencé à sortir des bouquins en fait. C'est ça, donc l'employé du mois, c'est pas que un site web. Non, c'est d'abord des productions papier au départ. Ouais. Donc au départ photocopie et puis on est passé l'année après à de l'offset avec les 2 premiers bouquins qui étaient un collectif et puis un bouquin solo. Alors sur le site web, il y a évidemment les différentes personnes du collectif qui présentent des travaux. Mais vous présentez quoi? Est-ce que vous présentez des choses qui sont impubliables? Des petits plus comme ça ou... Pas tout à fait. Mais, au départ, l'idée c'était avec le journal par exemple de pouvoir mettre en ligne de manière ponctuelle des planches, des dessins, sans passer par toute la partie lourde qui était la production papier, donc de ne pas passer par l'imprimeur, etc. Et ça pouvait être de cette manière complémentaire par rapport à toutes les publications de livres comme Le Couloir ou Bruxellation qu'on réalisait. Moi, je trouve que c'est un peu comme une prépublication. Avant, il y avait Spirou, il y avait Tintin qui prépubliait plein de jeunes auteurs. Maintenant, il n'y a plus moyen de faire ça, en fait. Donc, pour des jeunes auteurs, Internet, c'est assez facile pour envoyer des mails, avoir des mailing groups, et puis envoyer plein d'histoires, des petites BD. Et puis, comme on parle beaucoup du quotidien, on allie les deux et c'est assez actif, quoi. Le site est assez actif. C'est ça, il y a beaucoup de petites choses, puisque c'est beaucoup sur le journal intime ou sur des petits événements de votre quotidien qui sont effectivement reliés sur le site. Par contre, c'est pas tous les jours. Vous êtes un peu entre les deux, quoi. On a l'impression que votre site est quand même un peu accessoire par rapport à votre travail réel de dessinateur, ou alors vous êtes des gros feignants et vous voulez pas mettre un dessin en ligne tous les jours. Non, mais ça fait partie aussi de... Enfin, je veux dire, par exemple, personnellement, moi, j'ai une série que j'envoie à qui veut, en fait, sur Internet, mais que je n'ai pas encore mis sur le... Enfin, qui est placé sur le site, qui s'appelle Recto Verso. Oui. Mais c'est vrai, enfin moi c'est tous les jours en fait, je crois que la plupart on fait ça tous les jours, mais... On travaille sur des projets parallèles qui n'ont pas la place nécessairement dans le journal et qui par exemple trouveront leur place dans les sites personnels. Pour l'instant il y a uniquement Sacha qui a son site personnel et qui permet de montrer des travaux extérieurs au journal ou à l'employé du mois. Donc des planches réalisées pour d'autres structures ou pour des expos. Voilà, Sacha, donc il a un site personnel effectivement où il y a énormément de choses. Où on se rend bien compte de sa personnalité, de son talent, parce que c'est vraiment très beau. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup en tout cas. Et il y a aussi en lien sur son site perso une sorte d'outil qui s'appelle Freak Machine, où on peut dessiner à plusieurs, c'est ça? Oui. Une sorte de principe du cadavre exquis. Oui, c'est lui qui a découvert ça via un ami. Le principe, c'est du cadavre exquis, c'est quelqu'un dessine une tête. Il décide d'envoyer ça à un de ses amis, puis la personne reçoit juste les petits traits qui forment le cou, et cette personne doit dessiner le corps, et puis cette personne envoie une tierce personne qui elle dessine les pieds, et une fois que le monstre est fini, tout le monde reçoit le produit fini. Et c'est assez génial. Il y a des choses assez étonnantes. Il y a des choses assez étonnantes, oui. Alors, l'employé du mois, c'est des sorties papier, vous continuez? On continue, on a fait donc le premier bouquin, c'est la Bruxellation, c'est un peu notre best-seller qu'on a réédité déjà 2 fois. Donc c'est un collectif, tous les membres de l'atelier sont mis et on est parti du projet de Jean Dutremont qui voulait illustrer le mot qu'il a créé, qui s'appelle la Bruxellation. D'accord. Ouais. Et puis on a sorti donc le premier bouquin solo qui est le mien. Je fais ma pub. Voilà. Un très bon bouquin. Un très bon bouquin évidemment. Voilà, avec 2 histoires à l'intérieur, en noir et blanc. Et alors Plume? Plume, c'est Bertrand. Oui, c'est un premier recueil des premiers Ploum Ploum. Donc il y en aura un deuxième bientôt. Une sorte de journal, journal intime. Ouais. Est-ce que ça se vend plus est-ce que tu peux avoir plus de lecteurs en sortant ça sous cette forme-là papier ou bien via un site web? Via le site web, c'est quand même ce qui se fait de mieux au niveau du nombre de lecteurs, mais il y a des personnes qui découvrent via cette forme-là, et j'aime bien garder l'esprit du livre, du recueil.
Et je pense, d'ailleurs, tout le monde d'ailleurs, et toutes les rubriques du journal vont faire l'objet d'une petite collection à l'employé du mois. D'accord. Donc, et on pourra les commander sur Internet et gagner plein d'argent. Oui, par exemple. Inch'Allah. www.l'employédumois.org. Avec des tirets entre employé du et moi. Mais... Voilà, oui. Oui, voilà. Tout ça est bien sûr sur le site de Cybercafé. .tv. On reste dans les images avec des VJ bruxellois, c'est un collectif aussi, ils sont 3. Ils s'appellent Monodot et c'est Laurent Steen qui nous emmène dans leur univers. Petite démonstration de VJing avec le collectif Monodot qui officiera les 5, 6 et 13 octobre prochains dans le cadre du festival Recyclard à la gare de la Chapelle à Bruxelles. Je vais te montrer comment on grabe des images. Donc tu prends un film. S'appelle Deux tapettes en Tyrol. C'est un film un petit peu rigolo quoi. Et on les met sur DV avant pour pouvoir les introduire dans l'ordinateur quoi. C'est plutôt des vieux films oui, parce que ils sont moins connus les images. C'est toujours bien de montrer des images que les gens ne connaissent pas. Et le film où on les trouve, c'est vraiment sur le marché plus des trucs comme ça. Quoi. Et il faut trouver des extraits rigolos, un peu kinky ou ce qui surprend les gens. Quoi. Monodot, ex-Strong Boy, ex-Visual Kitchen, a débuté dans le VJing il y a 5 ans avec des VHS et des téléviseurs. Mais les temps ont bien changé. Comme source, on utilise trois ordinateurs et normalement un lecteur VHS ou DVD. Et ça, on mixe avec un mixeur. Donc ça, c'est un des sources. Mais avec la Soft VJ, tu sais quand même mettre beaucoup d'effets là-dessus et des composites, vraiment des layers des images. Et, parce que parfois, quand le budget n'est pas là, on mixe justement avec un ordinateur. Quoi. Oui, je vais te montrer comment faire le mix. Tu sais mets 2 images là-dedans, tu sais les mélanger, tu sais changer, tu sais mettre un effet là-dessus. C'est un layer en plus qui fait un... Tu peux mettre en light ou en dark, ça c'est la différence. Here comes the master, the hero, Paul. Yeah, this is best you can ask them all. The crime rate is high, the music's mysterious. All DJs and detectives are furious, cause they can't find the source of this lethally evil force. This is serious, so give me a break. I was a witness, the beats were fake. Co-farmer recordings on this case. You better hurry up, there's no time to waste. We need help real quick on the double. The city man, listen up, is in trouble. Nous, on s'adapte à la musique, oui. Comme style, si c'est très techno, on va plus graphique. Si c'est un petit peu plus house ou électron, c'est plutôt montrer des gens, quoi. Parce que c'est plutôt lifestyle, alors. Et on peut mixer sur le rythme aussi, quand on a un rythme comme ça. On peut arrêter le clip ou le faire recommencer, ou faire le switch sur le rythme. Mais c'est toujours nous on suit toujours le DJ. Et pourtant, pas facile d'être VJ dans nos contrées. Oui, surtout en Belgique, parce que même en Hollande, là on a beaucoup de VJing, en Angleterre aussi. Mais surtout le Japon, quoi. Parce que là, même les gens qui sortent ici, des groupes qui vont là, ils doivent avoir un VJ, parce que c'est normal. C'est comme t'as pas de lumière quand tu fais un concert là sans VJ. Alors, pour survivre, Monodot fait dans l'installation pour des clients privés. Je vais te montrer C'était pour un set qu'on a fait pour cadeau, pour leur fête d'inauguration. Et là, on a fait un petit clip pour qu'ils vont utiliser pour leur showreel aussi. Donc, c'est vraiment pour la société même. Et ça, ils nous ont montré comme... et ça devait être un petit peu trash. Et c'est devenu trash. Et c'est leur style de maison. Ils sont alignés.
donc Monodot. Un petit peu trash. Un petit peu trash, ouais. Et le monsieur, je pense qu'il peut être aussi assez culte, très vite. Hein, il a un débit à la Ellen Faïs. Je ne sais pas s'il a beaucoup fumé, mais il est dans son truc. Nous accueillons maintenant notre fille. La girl, la cybergirl de Cybercafé 2.0, et là elle essaie. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Voilà, en fait ce soir je vais vous présenter une session que j'appelle le copion des parents. Ouais. Je vais te poser une colle. Xavier, pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi le ciel est bleu? Parce que c'est le reflet de l'eau, des océans? Non, pas du tout. Dans les nuages? Non, pas du tout. C'est dû à la diffraction de la lumière du soleil dans l'atmosphère. Donc voilà, en fait... Oui, donc c'est un peu scientifique, quoi, ton truc. Exactement. C'est l'anti-poète-poète, en fait. Oui, moi je suis un poète, c'est pour ça. Ben voilà, en fait, j'ai trouvé quelques sites sur le net qui répertorient ce genre de questions qui tétanisent les parents qui ne savent pas répondre, justement, aux enfants qui leur posent ce genre de questions. Voilà pourquoi cette rubrique, je vais l'appeler le copion des parents. Donc j'ai trouvé des sites qui répertorient toutes ces questions. Et en fait, ces questions sont présentées sous forme de foire aux questions. On clique sur les questions, on obtient une réponse détaillée. Et pour les plus curieux, il y a les réponses comportent des liens qui vous dirigent vers des articles qui approfondissent le sujet. D'accord, c'est ça. Et donc il y a une partie enfant, une partie parent, quoi. Exactement. Donc le site ne s'adresse pas qu'aux enfants, il s'adresse aux parents, aux professeurs également. Et mis à part les questions et les réponses, on peut retrouver également dans ces sites des articles, comme je vous l'ai dit, des jeux. Sous forme de quiz, sous forme d'énigmes, de charades. Et également, on y trouve aussi des petites expériences à effectuer. Mais je conseille à tous les parents de se tenir à côté de leurs enfants quand ils effectuent ces petites expériences pour éviter les accidents. On y trouve également des forums de discussion. Donc là, on est sur ce qu'on voit là, c'est cyberscience-junior.org. Ouais. Qui est un site canadien. Qui est un site canadien, exactement. J'ai bien vu, ouais. Et donc justement, on y trouve toutes ces cyber-questions, les forums, des articles, des fiches encyclopédiques. Donc les enfants peuvent y faire des petites recherches quand ils ont des sujets à traiter en classe, justement. Il y a quand même un problème sur ces sites, c'est que souvent il y a beaucoup de texte, il n'y a pas beaucoup d'images. Il n'y a pas beaucoup d'images, c'est ça qui est dommage. Ils essayent de faire un effort, mais... Oui, mais il n'y a pas... Ça manque de dessinateurs. Est-ce qu'on peut poser ces questions aussi? Oui, on peut poser ces questions en ligne. Genre des questions de trucs qu'on ne sait pas, par exemple. Voilà. Oui, mais il y a un très grand répertoire de questions, justement. Donc... Il y a des sites américains où on peut effectivement poser ces questions et il y a des gens qui répondent comme Ask Jeeves et des choses comme ça. Tandis que là c'est plutôt l'idée de publier des articles. Moi j'ai trouvé un article assez rigolo sur cyberscience.com qui répond à la question suivante: si la Terre cessait de tourner, qu'arriverait-il à mon poids, Xavier? Eh bien on serait tous très très lourds. On serait tous plus lourds, oui voilà. J'espère que la Terre s'arrêtera de tourner un jour. Mis à part ces sites qui répertorient toutes ces questions, j'en ai trouvé un qui est belge, qui s'appelle zaclela.com et qui est plutôt une approche de la documentation scolaire sur 10 sujets intéressants des enfants de 9 à 12 ans et qui est très précis. On y trouve donc sur chaque sujet une série de questions et un glossaire également où on a des définitions de chaque mot relatif au sujet. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme type de sujet il y a des sujets sur le lait, sur l'eau, sur Internet, sur les ordinateurs. Et les questions, les sujets sont très récents, donc on peut y trouver des très bonnes définitions. Donc je le conseille vivement aux enfants qui veulent effectuer des petites recherches sur Internet justement pour si on avait ça quand on était à l'école. Moi j'ai une colle pour vous. Est-il vrai qu'on trouve une statue sur la Lune? Oui. Oui, a-t-il vu aussi? Oui, effectivement, les astronautes ont laissé une petite statue de 8,5 cm de long en aluminium. Et donc il y a une statue sur la Lune. Je trouve et une petite plaque aussi commémorant toutes les personnes qui sont mortes. C'est assez sympa. On termine avec un peu de technologie. Je sens que je vais prendre mon poète-poète. Bien ton poète-poète parce que, à mon avis, là, tu vas en avoir besoin. Donc, Linux, enfin, est sorti pour PlayStation 2. Je sais que ça va faire beaucoup plaisir à Brice. Linux est sorti sur PlayStation 2. Oui. Voilà. Linux. Et pas que Linux. Un disque dur 40 Go, un clavier, une souris, une interface réseau. Voilà. Et pour ce faire, on a rencontré à l'ECTS une des engineers de ce projet, donc une des développeuses. Ce qui est quand même déjà assez rare, donc on va le souligner, et qui nous parle un peu de ce qu'est justement Linux pour PlayStation 2, le pourquoi du comment. Linux pour la PlayStation 2 remplit en quelque sorte deux objectifs. Premièrement, cela permet d'avoir une distribution Linux complète et fonctionnelle pour la PS2. C'est pourquoi il y avait une véritable demande.
Les gens, et plus particulièrement Sony au Japon, demandaient si nous allions sortir une version de Linux pour PS2. Deuxièmement, cela ouvre la console aux gens qui, à la maison, veulent essayer de la programmer eux-mêmes. En utilisant le kit Linux, vous pouvez développer des applications qui utilisent la partie graphique de la PS2 de la même manière que les développeurs professionnels. Donc au final, vous avez pour 250 € quelque chose de très proche des kits de développement professionnels pour lesquels les éditeurs de jeux doivent payer des milliers d'euros. Est-ce qu'il va être réellement possible de développer ses propres jeux avec le kit Linux? Oui, avec le kit Linux, vous avez accès aux contrôleurs, aux memory cards et aux vector units processeurs qui sont dans la PS2. Donc vous avez accès au hardware qui crée les graphismes typiques de la PS2. Les amateurs peuvent ainsi développer avec les mêmes genres de techniques que les professionnels. La plus grande différence entre le code que vous créez et le code des professionnels est une moins grande performance due au fait que Linux tourne en même temps que votre programme dans la PlayStation. C'est vraiment très proche du hardware, très low level. Vous pouvez coder en assembleur pour les vector units, vous pouvez faire quelque chose de vraiment très bien. Le kit Linux est un mélange de hardware et de software. Il contient un disque dur de 40 GB, un adaptateur pour le réseau, un clavier et une souris USB, un câble pour brancher la PS2 sur un moniteur et les 2 CD avec le software. Il y a également le manuel de hardware de la PS2, 6 fichiers PDF contenant des centaines de pages d'informations, les sets d'instructions pour les vector units, les registres du synthétiseur graphique. Il y a beaucoup d'informations. Ça peut demander un bon moment pour s'y familiariser, mais ça vaut vraiment la peine si vous voulez en apprendre plus sur la PS2. C'est vraiment un moyen idéal pour les gens qui souhaitent travailler dans l'industrie du jeu de mettre un pied dans la porte. Parce que vous pouvez apprendre tellement sur l'architecture de la machine, c'est une connaissance précieuse. Nous avons un site web PlayStation2-Linux.com qui est un arrêt obligé pour les développeurs ou les gens qui utilisent Linux pour PS2. On leur fournit un support technique à travers ce site web. Nous avons aussi des forums de discussion et des zones pour les projets auxquels vous pouvez participer ou proposer les vôtres. Et c'est aussi par ce biais que nous publierons les mises à jour de Linux pour PS2. Je ne pense pas que nous devrons mettre à jour le hardware. Il y a un disque dur de 40 GB. La configuration de la PS2 est fixe, donc je ne pense pas qu'il y aura un deuxième produit. Mais nous continuerons de mettre le software régulièrement à jour. Et je pense que nous aurons aussi des mises à jour du noyau Linux. C'est sorti le 22 mai et vous pouvez l'acheter via le site linuxplay.com. Ce sont les distributeurs pour toute l'Europe. Nous ne le vendons pas en magasin simplement parce que nous ne voulons pas que les gens soient trop perturbés. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Linux et qui voit PlayStation 2 va penser qu'il s'agit d'un jeu. Donc nous voulons qu'ils aient la possibilité d'avoir plus d'infos pour qu'ils sachent exactement ce qu'ils achètent. Donc c'est quelque chose qui vaut la peine si vous êtes un amateur de technologie qui s'intéresse à Linux ou un programmeur et que vous voulez essayer la programmation graphique. Mais si vous recherchez un ordinateur de bureau complètement fonctionnel, cela risque de ne pas rencontrer vos attentes. Alors, il y a quand même... Je l'attendais. Donc juste signaler quand même avant que tu poses ces questions, c'est sorti donc depuis le 22 mai aux États-Unis, c'est disponible aussi en Europe pour une somme qui est de 250 €, donc c'est vraiment pas cher, tout compris avec le disque dur, clavier, souris, etc. Et que, comme on peut le voir sur le site, il y a déjà une communauté très très active qui développe plein de petits softs utiles ou futiles pour Linux. C'est pas des petits softs utiles ou futiles. Pour te donner une idée, il y a 61 projets en cours de développement. Il y en a qui consistent à transformer ta PlayStation 2 en un serveur internet complet avec partage de fichiers, web, mail, etc. Il y en a un, même, pour te donner une idée, il y a un projet de clustering, donc qui va permettre d'utiliser plein de PlayStation 2. Ouais, utiliser plein de machines. Je vais t'expliquer. D'utiliser plein de machines pour faire du calcul massif parallèle. Donc tous les ordinateurs calculent en même temps pour faire des calculs très importants. Voilà. Okay. Et puis il y a même des projets d'intelligence artificielle avec enfin c'est vraiment apparemment assez excitant comme type de projet. Voilà. D'accord. Donc les questions. On a besoin d'ordinateur alors en fait. Non. Tu mets Linux dans ta PlayStation 2, c'est ça? Ben oui. L'idée. Oui. La PlayStation devient l'ordinateur. Voilà. Tu branches la clavier de souris et... Le kernel. Voilà. Mais en réalité, ta console de jeu, c'est déjà un ordinateur. D'accord. Bah oui, c'est ça, oui. Voilà. Alors j'ai un brouillon, j'ai aussi un copion de ce qu'elle a dit la dame. Genre, c'est vraiment très proche du hardware, très low level. Vous pouvez coder en assembleur pour les vector units.
Mais enfin, c'est clair, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, ça veut dire qu'en fait, le langage de programmation qui est utilisé vraiment, comme elle le dit, très proche du hardware. Donc, on attaque vraiment directement le matériel. On passe pas par des langages intermédiaires, etc. On parle directement aux différents composants de la PlayStation 2. Donc, c'est évidemment plus efficace, plus rapide et aussi plus poussé. Enfin, je pense que ça peut aller plus loin, quoi. Voilà, c'est ça. On peut aller plus loin. Et puis, il faut dire que la PlayStation 2 a un hardware qui est très exotique. C'est pas comme un PC normal. Il y a des processeurs vectoriels, il y a des processeurs qui sont très différents et donc ils ont dû quelque part beaucoup adapter Linux pour que ça fonctionne et il faut qu'ils te donnent les API, donc les moyens pour les programmeurs d'utiliser cette technologie facilement et c'est là que se trouve vraiment la richesse de ce produit-là, évidemment. D'accord. Ça m'empêche pas de jouer? Non, absolument. Non, tu peux jouer tout à fait normalement. Mais quand tu veux programmer, tu peux l'utiliser. Mais c'est clair, ce qui est amusant, c'est de dire, s'il y a Linux dans les magasins, les gens vont le prendre pour un jeu. Oui, c'est ça. Là, vraiment, ils sont un peu durs avec le public. Je sais pas, parce que pour le public PlayStation de base, qui n'est pas spécialement un public orienté programmation, voir une boîte avec un pingouin dessus, on pense en première abord un jeu. Je pense que les gens qui n'ont jamais entendu le mot Linux, quelque part... Ne regardent pas Cybercafé 2.0. Ils ne regardent pas Cybercafé déjà. D'accord. Nous avons un partenaire presse, mon cher Brice. Tout à fait, Netcetera, Xavier, grâce auquel on peut gagner chaque semaine 5 abonnements d'un an. Vous imaginez, tous les gadgets de Paul-Henri, vous pourrez les connaître avant que Paul-Henri les connaisse. Ça quand même, je ne suis pas certain. Avant Paul-Henri, ça va être dur. Il suffit d'appeler le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Ah ben c'est fini l'émission, on se retrouve la semaine prochaine. Je crois qu'il y avait encore un truc. C'est fini. À la semaine prochaine 19h15. Voilà. Merci. Au revoir. Salut.